Donc la question de savoir si le Turoldus, qui est nommé au dernier vers de la chanson de Roland d'Oxford, est l'auteur du poème lui-même, son copiste, ou l'auteur d'un poème antérieur ou d'une œuvre antérieure dont s'inspirerait le poème que nous connaissons, cette question, nous l'avons vu la dernière fois, a donné lieu à un débat assez virulent, aussi longtemps que l'étude des chansons de geste s'est focalisée sur les origines du genre. Car selon que l'on soutenait une hypothèse ou une autre, on apportait de l'eau au moulin des individualistes comme Joseph Bédier ou des traditionalistes comme Ramón Menéndez Pidal. Si Turoldus est le poète, les individualistes sont contents. Si Turoldus est un scribe qui relaie une tradition poétique ancienne, les néo-traditionalistes sont satisfaits. Dans les 40 dernières années, on a vu apparaître de grandes éditions critiques du poème et en même temps, la dispute autour de Turoldus n'a plus suscité le même intérêt. Celle entre individualistes et traditionalistes a continué, mais c'est un peu déporté et c'est plus concentré sur les questions de tradition textuelle proprement dite que sur la question en somme de poétique générale de ce qu'est l'auteur d'une chanson de geste et de la façon dont le genre poétique a émergé. Par exemple, il y a eu une très grande édition critique, en quelque sorte, de la chanson de Roland, entreprise en elle-même provocante au regard de l'idée de Bédier, le texte d'Oxford seul, celle de Cesare Segre, et Segre, qui est pourtant attentif à tout, ne s'occupe pas du tout de la question du dernier vers, il renvoie aux études précédentes. Et dans l'édition, qui est une édition d'une certaine façon, dont les choix sont différents de celle de Segre, celle de Jan Short dans la collection Lettres gothiques, eh bien, Jan Short résume la situation en ces termes. Le vers terminal, je le cite, le vers terminal est un modèle d'ambiguïté. L'explicite formulaire si falte annonce certes la fin, mais encore faut-il savoir si c'est le récit ou la copie qui s'achève, si la narration se déclare finie ou si le présent exemplaire s'annonce incomplet. Faillir en ancien français, ayant le sens double de faire défaut et de s'arrêter. Quant au mot geste, s'agit-il de l'ensemble du poème, de sa source, ou bien du manuscrit dont le manuscrit d'Igby 23 d'Oxford est la copie? Le verbe décliner, sans doute un latinisme, qui a été traduit par composer, transcrire, réciter, proclamer, aurait peut-être le sens technique de poétiser. Enfin, qui est Turoldus, chanteur, auteur, copiste? Le nom Turold, d'origine scandinave, est typiquement normand. Adigard de Gautry enregistre au moins 28 en Normandie entre 911 et 1066. Toutes les indications proposées sont plus ou moins les identifications proposées sont plus ou moins gratuites, et la candidature, par exemple, du Turold, moine de Fécamp, est tout aussi peu soutenable que celle de Turold, abbé de Peterborough, sans parler de Turold, évêque de Bayeux, ni du petit personnage représenté sur la tapisserie de Bayeux et nommé Turold en toutes lettres, fait tout de même frappant et qui a frappé. On va à Bayeux, on regarde la tapisserie de Bayeux, on sait que Guillaume de Malmesbury nous dit que la chanson de Roland a été entonnée à la bataille de Hastings, et sur la tapisserie de Bayeux, il y a un petit personnage qui s'appelle Turold. C'est probablement pas lui, mais enfin, ça fait quand même chaud au cœur. Mais Jan Short, évidemment, est trop savant pour s'y arrêter. Et
Dans le grand dictionnaire biographique d'Oxford tout récemment, Tony Hunt, sous Thorold, dit à peu près la même chose. Et la question est revenue tout de même depuis la grande édition Segré. Il y a eu, depuis Segré, une grande édition en plusieurs volumes qui édite séparément la version chez Brepols, la version d'Oxford, la version V4, la version V7 Châteauroux, la version de Paris, etc. Alors maintenant, c'est à cela qu'on se réfère quand on veut le texte de chacune, mais pour Thorold, ça ne change rien. De toute façon, il n'apparaît que dans Oxford. Alors la question a été reprise par Paul Ebicher, pour qui Thorold, c'est le clerc qui est en train de copier la chanson, qui s'aperçoit que le texte sur lequel il copie s'arrête à un moment donné. Et ou bien André Burger, qui a été un des derniers bédiéristes farouches, on considère que c'est vraiment l'auteur. Ou en 1982, David Holt, qui à l'époque était à Yale, qui est maintenant à Berkeley, qui était dans cet amphithéâtre la semaine dernière, a rouvert le dossier et a eu une lecture polysémique du dernier vers pour lui, mais c'est une interprétation à la fois très moderne et d'une certaine façon très américaine. C'est l'ironie du texte et du Thorold et de ce Thorold d'avoir fait exprès, en somme, d'avoir un dernier vers ambigu. Mais David Holt lui-même propose une solution à la fin, une solution qui est en pirouette tout de même, et il traduit par Here ends the jest, for Thoroldus is turning away. Ce qui est facile. Mais un seul point au moins est à retenir. C'est que le seul nom de Thorold, le seul fait qu'il y ait un nom dans le dernier vers, est un démenti à l'idée d'une création naturellement collective, mais même totalement anonyme. Et c'est un démenti même si Thoroldus est un scribe, puisque vous vous souvenez du texte où Saint Bonaventure rappelle qu'il y a, ou nous signale qu'il y a au Moyen-Âge un continuum du scribe à l'auteur, et que le continuum est perçu dans ce sens, du scribe à l'auteur, et non dans le sens inverse, de l'auteur au scribe. Bonaventure ne considère pas qu'il y a d'abord l'auteur, et puis ensuite une sorte de dégradation de l'activité intellectuelle jusqu'à celui qui se contente de recopier. Le premier, c'est celui qui se contente de recopier. Et ensuite, par ajout, vous vous rappelez, auctor augere, on arrive à celui qui met plus du sien que de la copie dans ce qu'il écrit. L'attention se porte d'abord sur le dernier intervenant, et le dernier intervenant, c'est celui qui a écrit ce qu'on lit, que ce qu'il a écrit soit de lui, ne soit pas de lui, soit un peu de lui, beaucoup de lui, pas du tout de lui. On s'intéresse d'abord à celui qui a écrit, et matériellement, puisque ce sont des manuscrits, le texte qu'on a sous les yeux. Où Thorold est le scribe de haut, et il est à ce titre en droit de revendiquer le texte, quelle que soit la part qu'il a prise à son élaboration, où il est l'auteur de l'antigraphe, ou l'auteur auquel se réfère l'antigraphe, et il mérite à ce titre de se voir attribuer la paternité du poème, puisqu'il y a ajouté quelque chose. Aux yeux du Moyen-Âge, le nom du poète est Thorold dans tous les cas. C'est une vision qui est différente de la nôtre.
Mais c'est encore, de ma part, dire cela, c'est s'en tirer à trop bon compte. Dire, comme je viens de le faire, que toutes les solutions dans l'esprit du Moyen-Âge reviennent un peu au même, c'est un aveu de défaite. C'est comme dire, comme David Halt, le texte peut, le vers peut vouloir tout dire. La mystérieuse brièveté du dernier vers de la chanson de Roland, dans le manuscrit d'Oxford, ouvre le champ des hypothèses, mais de façon un peu vaine, puisqu'encore une fois, chaque mot du vers peut s'entendre de diverses façons, qu'on n'aboutira jamais à aucune certitude. Et c'est pourquoi il vaut mieux peut-être ne pas se focaliser sur la seule chanson de Roland et regarder ailleurs comment la situation se présente dans d'autres chansons de geste. Alors on dira à quoi bon. Certes, dans presque toutes, sauf précisément dans la chanson de Roland d'Oxford, dans la version d'Oxford qui commence in medias res, dans presque toutes les autres chansons de geste, le poète interprète de la chanson, le jongleur ou celui qui prend la figure du jongleur, se met en scène dans la première laisse et souvent aussi à d'autres reprises au cours du poème. Il invite à écouter la bonne chanson qu'il va commencer. Il dit la tenir d'une source vénérable ou sûre, à la différence des mauvais jongleurs, ses confrères, qui racontent n'importe quoi. Mais on dira que toutes ces entrées en matière presque identiques n'ont rien à voir avec cet énigmatique dernier vers de la chanson de Roland. Rien à voir vraiment, ce n'est pas si sûr. Certes, le poète, le jongleur, ne se nomme presque jamais, mais la mise en scène initiale est bien une manière d'attirer l'attention sur le poète. Elle pose la question, nous allons le voir, de la relation entre le poème qu'il va chanter et sa source, la question de savoir qui est le poète. Et quand je dis que le jongleur ne se nomme pas, ce n'est qu'à moitié vrai. Il arrive qu'il ne se nomme pas dans sa chanson de geste, mais qu'il se nomme ailleurs. Pourquoi? Et il arrive aussi qu'il se nomme dans la chanson de geste, ou que la chanson de geste renvoie à un nom de poète. Et nous allons examiner deux cas de ce type, celui de Jean Bodel d'Arras et celui de Bertrand de Bar-sur-Aube. D'abord, le cas de Jean Bodel, que nous connaissons déjà, B-O-D-E-L, et de sa chanson de geste, la chanson des Saines, S-A-I-S-N-E-S, ou chanson des Saxons. Alors, Jean Bodel, né vers 1165 et mort en 1210, est un très grand poète, un des plus grands poètes du Moyen-Âge. Non seulement par la qualité, mais aussi par la variété de son œuvre, comme vous parlez de avant. Il était arageois. Arras était à l'époque une très grande ville, la plus grande ville de France après Paris et tout près de Paris, et c'était le plus important centre littéraire de la France du Nord. Et il appartenait à la fameuse confrérie des jongleurs et bourgeois d'Arras, puisque c'était une ville où la vie littéraire était telle, l'activité littéraire si vivante, qu'il y avait une confrérie réunissant explicitement les jongleurs et les bourgeois, en donnant, par une sorte de retournement des valeurs, la prééminence aux jongleurs. Dans cette confrérie, les jongleurs y sont seigneurs, hein, et avec donc des concours de poésie, des activités littéraires. C'était un peu comme une académie. D'ailleurs, en fait, ce qui subsiste aujourd'hui de ce genre de confrérie, c'est l'Académie des Jeux floraux de Toulouse, hein, qui date du début du XIVe siècle, qui a été faite au sud, un peu sur le modèle des puits, comme on disait, du nord, puis d'Arras, puis de Douai, puis de Dieppe, et qui a été réformée par Richelieu
sur le modèle de l'Académie française, puis réformé sur le modèle de l'Institut de France. Donc ça a effacé ce qu'était le consistoire du Gai Savoir, mais qui au départ était cela. Enfin, pardon pour la parenthèse. Donc il existait cette confrérie à Arras, dont la fondation était liée à un miracle dont un jongleur aurait été favorisé et qui aurait mis fin à la terrible épidémie du mal des ardents, qui est l'ergot de Seigle, mais à l'époque on ne le savait pas. Et cette confrérie a un nécrologe, un registre où sont notés toutes les morts de ses membres, avec la date exacte, et c'était important parce que les funérailles étaient faites avec le concours de la confrérie, ou prise en charge par la confrérie, et il y avait ensuite des messes anniversaires, enfin que sais-je, de la confrérie. Donc il fallait ce nécrologe, et ce nécrologe, qui est conservé à la Bibliothèque nationale de France, français 8541, est très précieux parce qu'on a les dates de mort. On connaît comme ça très bien toutes les grandes familles de marchands et de l'industrie et du commerce du drap qui faisaient la richesse d'Arras, et on a aussi les noms des jongleurs. Et cela nous apprend que, encore je m'égare, que Jean Bodel est mort entre le 1er octobre 1209 et le 2 février 1210. Il était visiblement très enraciné à Arras, il y a passé sa vie, il exerçait probablement la fonction de sergent de l'échevinage, donc c'était une sorte de fonctionnaire municipal. C'était un protégé du maire Sauvalon Huchedieu, qui appartenait à l'une des grandes familles et des grandes fortunes de la ville, et il était lié d'amitié. Donc on voit aussi ce passage social que permettait cette confrérie, parce que les Huchedieu étaient une des grandes fortunes de la ville, et lui exerçait une fonction modeste qui probablement l'aidait à vivre, alors que c'était un poète de profession, c'est-à-dire un jongleur. Il était très lié d'amitié au fils Huchedieu, qui s'appelait Va, enfin comme Saint-Va-la-Hougue, pardon, V2AST. Alors, bon, pardon, j'ai trop insisté sur cette biographie de Jean Bodel, mais revenons à nos moutons, et doucement d'ailleurs. Nous avons de lui 9 fabliaux, une chanson de geste de plus de 8000 alexandrins, cette chanson des Scènes, des Saxons, composée dans les dernières années du XIIe siècle. C'est le moment où l'alexandrin devient à la mode dans les chansons de geste, au regard du décasyllabe. Une pièce de théâtre, le jeu de Saint-Nicolas, représenté probablement le 5 décembre 1200 en la vigile de la Saint-Nicolas d'hiver, et qui est la plus ancienne pièce de théâtre intégralement en français, didascalie comprise. Le jeu d'Adam qui précède comporte, sur le péché originel, comporte un prologue en latin qui est le texte de la Genèse et des didascalies en latin. Il a composé aussi 5 pastourelles, dont l'une mêlée d'allusions politiques, dirigée à la fois, semble-t-il, contre la vanité des Flamands, contre les guerres de Philippe Auguste. Cela anticipe la coloration de ce genre de la pastourelle à la fin du Moyen-Âge, qui sera très souvent, presque généralement, qui deviendra un genre politique. Le chevalier ne rencontrera plus une bergère pour essayer de mal se conduire, mais les bergères, heureusement étant illettrées, ne publiaient pas ensuite de livres sur la question, mais il rencontre des bergers qui commentent la situation politique du temps. Il a composé enfin ces congés dont nous avons déjà eu l'occasion de parler longuement l'an dernier ou il y a 2 ans, je ne sais plus, dans le cours Humbles et humiliés. C'est ce poème qu'il écrit alors qu'il vient d'être frappé de la lèpre
au moment où il allait partir pour la croisade, ce qui sera la 4e croisade, celle qui sera détournée sur Constantinople, de sorte que en partant pour la croisade, pour le pèlerinage, comme on disait, on gagnait l'indulgence plénière de ses péchés. Donc il a l'impression d'une double malédiction. Dieu lui refuse cette indulgence et le frappe de ce mal qui pouvait être interprété comme le signe d'une disgrâce, ou d'une malédiction de Dieu. Et au moment de se retirer dans la léproserie où il mourra quelques années plus tard, il prend, de ce mort enregistré, je l'ai dit par le nécrologe de la confrérie, il prend congé de tous ses amis, c'est-à-dire de tous les habitants d'Arras, finalement, l'un après l'autre, nommément, et tout en méditant sur le mal qui le frappe, en essayant d'y voir le signe d'une grâce et non pas d'une malédiction, la possibilité de faire pénitence en ce monde et d'éviter une pénitence plus dure dans l'autre, une invitation à se tourner vers Dieu, une invitation à rentrer en lui-même, et en même temps une plainte sur ce mal horrible, une façon de se moquer de lui avant que les autres se moquent, etc. C'est un des poèmes les plus émouvants du Moyen-Âge, mais j'y reviens toujours, j'en avais déjà beaucoup parlé, mais enfin, voilà, c'est un poème qui me touche et qui touche tout le monde. Et donc, il a écrit ce poème en 1202. Alors, pour des raisons diverses dans lesquelles je n'entre pas ici, l'attribution de toutes ces œuvres à Jean Bodel est sûre. Enfin, il a effectivement écrit tout cela. Mais qu'en est-il du nom du poète dans le poème, et en particulier, quelle est la situation de la chanson de geste au regard des autres œuvres ? La pièce de théâtre qu'est le jeu de Saint-Nicolas ne contient aucune allusion directe à son auteur. On voit seulement, elle intègre, d'une façon qui n'était pas absolument nécessaire, une croisade, et d'ailleurs une croisade qui tourne mal, et donc on voit qu'elle a été composée à un moment, mais on reconstitue à un moment où l'idée de croisade était dans l'air, où on commençait à prêcher la croisade, et où ça intéressait, en somme, Jean Bodel, qui, peu de temps après, va partir pour la croisade, et puis va prendre la croix et être empêché de partir. Les pastourelles mettent en scène, comme toutes les pastourelles, un jeu qui ne se nomme pas et qui peut être rapporté au poète ou qu'on peut ne pas rapporter au poète, selon les conventions de la poésie lyrique, mais qui n'est évidemment jamais identifié comme Jean Bodel. Dans un des fabliaux, en revanche, l'auteur Jean Bodel se nomme en parlant de lui à la troisième personne. C'est un fabliau qui a été constamment édité sous le titre L'Issoets des Vets, le souhait fou, mais dont Luciano Rossi, que nous avons entendu ici il y a quelques semaines, a montré qu'il faut comprendre en réalité et lire en réalité le souhait des vites, des vies, enfin, des membres masculins. Et c'est un marchand qui, après être parti loin et longtemps, rentre chez lui, donc sa femme l'attend avec impatience, mais il arrive tard le soir, il est fatigué par son voyage, il s'endort. Et alors, elle est déçue, elle se retourne un petit peu, elle finit par s'endormir, et elle rêve qu'elle est à un marché où on vend des vites uniquement. On vend ça, et alors elle a leur description, il y en a des comme ceci, comme cela, enfin bon, et elle en voit un qui est gros, qui est beau, enfin, qui lui plaît particulièrement, et elle le marchande, elle fait affaire avec le marchand, et elle lui tape dans la main pour conclure un marché, elle tope. Et à ce moment-là, dans son rêve, elle a tapé non pas dans la main du marchand, mais sur une autre partie de l'individu de son mari.
et de l'anatomie de son mari. Et alors le mari se réveille et elle lui raconte son rêve et il est un petit peu, il dit oui j'ai eu tort, etc. Et il répare ça et tout va bien. Donc c'est très, bon, c'est un convenance, et en même temps c'est mignon. Bon. Alors, enfin bon, c'est un fabuleux qui n'est pas seulement le mignon, qui est un parce que qui est conforme. Alors, Jean Bodel, il écrit une pièce sur le jeu de Saint-Nicolas, il écrit les congés, il part pour la croisade, on a l'impression qu'il vit au pied de la croix. Mais d'une certaine façon, dans ce fabliau aussi, hein, parce que l'Église était très attentive. Alors, par misogynie, dirait-on, parce qu'elle considère que la femme est un être faible, moins gouverné par la raison que l'homme et plus par ses instincts, puisqu'elle a été créée à partir d'une côte et pas d'un cerveau. Donc elle est plus, alors comment pouvait-on imaginer, elle est plus soumise à l'instinct sexuel. Et donc l'époux doit bien prendre garde à accomplir le devoir conjugal pour ne pas induire sa femme en tentation. Voilà. Et alors, on entre dans les détails. Par exemple, dans la Somme le Roi, le traité que Saint Louis a fait écrire à l'intention pour l'éducation de son fils, le futur roi Philippe III le Hardi, eh bien, on explique qu'il faut être attentif à ça, qu'il faut être attentif à son épouse, et qu'il faut bien faire attention que les femmes sont pudiques, qu'il faut respecter cette pudeur, donc qu'elles n'osent pas demander explicitement, et qu'il faut être attentif à des signes qui montrent que, voilà, et faire ce qu'il faut. Et donc, et il y a un autre fabliau, alors là plus grossier que je m'abstiens de raconter, qui est sur ce thème aussi. Mais et vous voyez que dans le fabliau de Jean Bodel est bien là-dessus. C'est un fabliau de la réconciliation conjugale, de l'harmonie conjugale. Ce n'est pas une histoire de cocu comme la plupart des fabliaux. C'est un fabliau moral d'une certaine façon et conforme à l'enseignement de l'Église. Mais enfin bon. Et alors, à la fin de ce fabliau, l'auteur, Jean Bodel se nomme, et il dit ceci. Je l'ai, Simon. Comme j'ai oublié le cordon d'alimentation, j'espère que ça vivra jusqu'à... voilà. Mais de Saul au tien à Estote, que lendemain, il s'agit du mari, n'est-ce pas, qui a raconté l'histoire partout, quand même il aurait pu être plus discret. Mais de Saul au tien à Estote, que lendemain l'audiste partot, tant que l'ossot Jean Bodios un rimoyère de fabliau, et pour ce qu'il lui sembla Bouens, s'il l'assembla avec les soins, mais sur un point je le tiens pour sot, c'est que le lendemain il l'a dit partout, c'est bien que Jean Bodel le sut, un rimeur de fabliau, et comme il trouva qu'il était bien, il trouvait que c'était une bonne histoire, il l'a mis avec les siens. Donc le rimeur de fabliau entend l'histoire, la trouve bien bonne, la met avec les siennes. Autrement dit, il ne s'attribue qu'à demi la paternité du fabliau. Il n'en est que le rimeur. Alors pour nous, c'est l'essentiel. Il est le poète, il rime. Mais pour lui, il transmet une histoire. À Augueré, il ajoute du sien qui est la rime, dans cette histoire qui existe. S'il met, voyez la formulation, il le met avec les siens. S'il le met avec les siens, ça veut dire qu'il n'est pas de lui. Il le joint aux siens. Et donc, quand on voit, pour une chose aussi simple, et où l'auteur se nomme, une telle relation de l'auteur à l'œuvre est finalement quelque chose de si indécidable, comment espérer trancher le cas de Thourold selon nos propres conceptions de la propriété littéraire de l'auteur. Et d'ailleurs, dès les premiers vers du fabliau, Jean Bodel annonce qu'il va raconter une histoire qu'il a entendue. Oui, ben je ne l'ai pas mis, mais c'est très court. D'une aventure que je sais, que j'ois conter à Douai, vous conterez brillamment la somme. D'une aventure que je connais, que j'ai entendu raconter à Douai, je vais vous raconter brièvement l'essentiel. Alors, vous voyez, dans les premiers vers, il ne se nomme pas, mais il emploie la première personne.
À cette époque, et c'est une règle pratiquement générale, me semble-t-il, le poète peut dire « je » quand il n'énonce pas son nom, mais il dit toujours « il » quand il se nomme. L'autonomination appelle l'emploi de la troisième personne, et c'est une situation qui ne changera qu'à la fin du Moyen Âge, avec Christine de Pisan, avec Charles d'Orléans, hein, et nous aurons l'occasion, peut-être pas cette année, mais si je continue en prochain, de revenir sur cette situation et sur le sens de cette alternance. Alors, et là encore, une aventure, mais c'est Jean Bodel à la fin, une aventure que j'ai entendu raconter, et je vous raconte l'essentiel, comme si c'était un résumé, comme si la vraie histoire, c'est celle qu'il a entendue. Et le fabliau que nous lisons, et dont il est l'auteur, eh bien, c'est une sorte d'aide-mémoire pour cette histoire. Alors, dans ces premiers vers, il ne se nomme pas, mais il emploie la première personne. Donc, il emploie la première personne sans se nommer parce que c'est comme ça que ça se fait. Alors, les congés présentent naturellement un cas particulier, un poème tellement personnel, un poème tellement intime. On ne peut pas imaginer de poème plus personnel, plus intime que ce poème de déchirement, déchirant, de séparation d'avec tout ce qu'il aime, sa ville, ses amis, et de méditation sur le malheur épouvantable qui le frappe. Donc un poème aussi personnel et aussi intime qu'on peut l'imaginer, et en même temps un poème qui nomme des dizaines de personnages réels que nous connaissons d'autre part, qui figurent dans le nécrologe, et qui sont les amis de Jean Bodel. Et ce poème s'ouvre à la première personne sur l'annonce d'une effusion, sur l'annonce d'un poème dans lequel le poète ne parlera que de lui. Pas un fabliau où on raconte l'histoire du mari qui, etc. Pas une chanson de geste où on raconte l'histoire de Charlemagne et des Saxons. Pas un miracle de Saint-Nicolas. Non, il ne parlera même pas une pastourelle où un jeune non précisé rencontre des bergers qui se plaignent de la politique. Non, il ne parlera que de lui. Pitié où ma mater puise, m'enseigne qu'en somme déduise, que je sors ma mater dit. Pitié qui me fournit mon sujet, m'enseigne à me distraire, à chercher un peu de distraction, en m'exprimant à mon sujet. Sur mon sujet. Vous voyez cette répétition, cette maladresse, en somme, de la répétition de ma matière. Je suis à moi-même ma matière. Je suis le sujet de mon sujet. Moi, le sujet du poème, etc. Mais, alors, donc, c'est le premier. Ainsi, sont vraiment. C'est un poème du jeu, mais un poème où il ne se nomme pas. Et les strophes s'enchaînent, ces strophes dans lesquelles il s'épanche, dans lesquelles il rentre en lui-même, dans lesquelles il cesse de parler de lui, de son mal, dans lesquelles, en même temps, il s'adresse avec précision à chacun de ses amis, en appelant à tous ses amis, en appelant chacun par son nom, ces strophes s'égrènent sans que jamais il se nomme lui-même. Et pourtant, ce n'est pas un parti pris systématique. Il ne s'est pas dit, non, il ne faut pas que je me nomme, puisqu'il le fait une fois. Une fois, c'est comme Proust, qui une fois pense à dire « elle m'appelait par mon petit nom », par exemple, si mon petit nom était de Marcel, etc. Et puis une autre fois, c'est Marcel, il n'a pas fait attention. Et là, une fois, vers le tiers du poème, au 12-14, il le fait en mêlant la troisième personne à la première, mais il le fait par la force des choses. Le poème, donc, est tout entier à la première personne, mais ici, le poète fait de Souffrance son messager. Et il charge Souffrance de saluer ses amis de la part de Jean Bodel. Donc, c'est le lien entre Souffrance et Jean Bodel. Souffrance est le messager tout désigné pour le pauvre Jean Bodel. Il se nomme ainsi
tout naturellement, mais comme... Alors, tout naturellement, mais en même temps tout naturellement parce que, à cause de cette situation horrible où Jean Bodel et souffrance vont ensemble, mais il le fait comme par hasard, au hasard d'une formulation banale. Voilà, enfin, je ne lis que la traduction, mais enfin bon, c'est tellement beau. À nuit qui abat main Baudel, qui m'a fait torner mon chaudel vers Saint-Jury, torneuf ton frein. Donc, souffrance, toi qui abats mon main plaisir, toi qui m'as fait tourner mon chaudel, toi qui as fait tourner le lait de mon chaudeau. Vous savez, le chaudeau, c'est une préparation à base de lait et d'œufs, n'est-ce pas? Donc, c'est une sorte de soupe au lait où il y aurait que du lait et d'œufs. Hein. Et donc, bon, qui m'a fait tourner. Et en principe, ça doit être bon. C'est bon, le chaudeau. C'est une délicatesse ou un dessert. Et voilà. Mais souffrance avait tourné le lait de mon chaudeau. Tourne ta bride vers Saint-Géry. Guibert de Beaumont et Ancel saluaient de la part de Jean Bodel que Dieu fait passer qui Dieu se met de coûte à l'estrin, que Dieu fait passer du lit de plume à la paille, à la paillasse. Seigneur Mahut, que j'aime beaucoup, dit que je lui abandonne la joie. Pour moi, fini le Mardi Gras. Maintenant, ils me disent, ici au pied, ceux de Méolance et de Beaurain qui sont pourris jusqu'au trognon. Méolance et Beaurain étaient cuites sont pourris au fardel. On a un peu hésité sur... Enfin, les philologues ont hésité sur le sens de l'expression, et elle veut probablement désigner un tas de paille qu'on a laissé mouiller, en somme. Et donc, ça pourrit à l'intérieur, la paille fermente à l'intérieur, ça sent mauvais, etc. Et pour traduire qui sont pourris jusqu'au trognon, Méolance et Beaurain étaient les deux léproseries qui encadraient en somme Arras, à quelques kilomètres d'Arras, où on excluait, on enfermait les lépreux de la ville. Et ici au pied, je vais comme si c'était un chien, mais en fait l'image est celle de l'oiseau de chasse. Le monstre louer et reclin, l'oiseau qui vient au reclin, c'est l'oiseau de chasse à qui on montre un appât ou un bout de viande pour qu'il revienne sur le point. Voilà. Et donc l'image est plus forte, enfin le chien Gambado, mais est plus forte parce que l'oiseau est totalement libre. Si l'oiseau de chasse décide de s'envoler et de ne pas revenir, on ne le rattrapera jamais, il est impossible à rattraper. Le poète était totalement libre, et là, il est obligé de revenir sur ce point atroce qu'il appelle, dans d'autres, très souvent dans la poésie d'amour du Moyen-Âge, cette image de l'oiseau de chasse est utilisée pour désigner soit la puissance de la dame qui fait que l'amoureux, qui pourrait continuer à se promener dans le ciel, revient sur le point, soit au contraire le désespoir de la dame, dont l'amoureux, comme un oiseau, l'amoureux a bien des rubans aux couleurs de la dame à ses pattes, mais ça n'empêche pas de partir, et puis longtemps après elle le voit, il a des rubans d'une autre couleur à ses pattes. Donc l'image est beaucoup plus, a des résonances beaucoup plus nombreuses et fortes que naturellement ma minable traduction, mais on voit bien ce que ça veut dire. Donc le poème, à la fois le plus intime et le plus exhibitionniste de Jean Bodel, et peut-être probablement le poème le plus intime et le plus exhibitionniste de toute la littérature médiévale, n'est pas celui qui est rapporté avec le plus d'insistance au nom de son auteur. Et ce nom d'auteur arrive, en somme, au hasard d'une formule toute faite. Vous les saluerez bien de ma part. Saluez-les de la part de Jean Bodel. Voilà.
Et on se nomme parce que si Souffrance arrive et dit je vous salue bien de sa part, on dira de la part de qui? On lui apprend la formule. La Souffrance doit dire je vous salue de la part de Jean Bodel. C'est comme dans le dessin de Daumier, pardon monsieur, c'est bien à vous que j'ai l'honneur de parler, à moi-même, monsieur. Par exemple. Et alors, donc, c'est comme ça dans les congés. Et dans la chanson de geste, dans la chanson des scènes, eh bien, cette fois, il se nomme bel et bien en des termes et dans un contexte particulièrement significatif, si on les rapporte au cas Tourode, si je puis dire, et si on les rapporte d'une façon générale à l'incertitude quant à la répartition des rôles entre jongleurs, rimeurs, copistes dans les chansons de geste. Le prologue de la chanson des scènes est très connu à cause de 5 vers qui sont cités partout, mais qui sont cités hors contexte et en relation avec une question tout à fait différente de la nôtre. Jean Bodel distingue 3 grandes matières, les 3 grandes matières offertes à la littérature narrative de son temps, la matière de France, dit-il, c'est-à-dire les chansons de geste, la matière de Bretagne, c'est-à-dire les romans arthuriens, et la matière de Rome, c'est-à-dire les romans d'Antiquité, les romans antiques, les romans adaptés d'œuvres de l'Antiquité latine, romans d'Énéas, etc. Mais si, au-delà de ces 5 vers, on cite toujours cela et on ne regarde pas autour, si au-delà de ces 5 vers, on lit l'ensemble formé par les 2 premières laisses de la chanson, eh bien, notre question se trouve singulièrement éclairée. Parce que l'implication du jongleur et celle du poète s'y manifestent d'une façon qui est à la fois traditionnelle et particulière. Voici, alors là, c'était par paresse, comme ce sont des vers longs, je n'avais pas la place de mettre le vers et la traduction en regard, je n'ai pas mis la traduction, mais en fait, les chansons de geste, c'est plus facile qu'autre chose. Non, et je traduis à mesure, ça on comprend très bien. Qui a le loisir et l'envie d'écouter, qu'il fasse paix, qu'il se taise et qu'il écoute une excellente chanson dont les livres d'histoire sont témoins et garants. Jamais jamais un vilain jongleur, un jongleur de rien se vante de cette chanson, car il ne saurait en dire ni les vers ni l'air. Il n'y a que 3 matières pour tout homme vivant, une variante dans un autre manuscrit, une variante plus significative pour tout homme qui a un peu de jugeote, de France, de Bretagne et de Rome la Grande, et de ces 3 matières, il n'y a aucune qui enfin on ne peut pas les confondre. Les contes de Bretagne sont si vains et plaisants, ceux de Rome sont sages et instruisent, ceux de France sont vrais chaque jour, cela apparaît chaque jour. Et de ces 3 matières, je m'en tiens à celle qui est la plus véridique. Il annonce qu'il va traiter de la matière de France. La couronne de France doit être tellement mise en avant, doit précéder tellement tout le reste, que tous les autres rois doivent dépendre d'elle, tous les autres rois chrétiens qui croient en Dieu, qui obéissent à la loi chrétienne. Dieu a fait par son commandement couronner le premier roi de France dignement et en chantant par ses anges, puis il lui commanda d'être son serviteur sur la terre, de faire observer la justice et de faire respecter sa loi, de faire du mal à ses ennemis avec l'acier et l'épée,
Et donc les premiers à obéir à ces commandements, il y a eu Ancéis et Pépin les conquérants, et Charlemagne d'Aix, que Dieu aima tant plus que tous les autres, tellement qu'il fit en son vivant beaucoup de miracles pour lui. Oui, je croyais que cette machin ne marchait plus. Alors, bon, ça annonce, dit le bombard, c'est très bien. Seigneur, cette chanson n'est pas issue de Fabliaux. Ce n'est pas une histoire qu'on a entendu raconter à Douai, mais de chevalerie. Elle ne traite pas de Fabliaux, mais de chevalerie, d'amour et de combat. Ces jongleurs, ces bâtards jongleurs qui vont par les villages avec des grandes vielles dans des étuis déchirés, chantent de Guy Teclin comme par hasard. Mais celui qui en sait le plus parmi eux est comme un muet, car ils ne connaissent pas les beaux vers nouveaux, ni la chanson rimée qu'a faite Jean Bodel, exactement comme le conte, le vrai conte, lui a été dit et exposé, dont l'histoire est encore à Saint-Pharon à Meaux. Comment Charles demanda aux habitants du Mans de payer le tribut et a envoyé en Hurepoix ses lettres et ses sceaux. Alors il résume un peu ce qui va se passer dans la chanson, et voilà la racine et la première branche, le tuyau, ou le tronc plutôt, et le tronc de la chanson, dont le chant et le dit sont raisonnables et beaux. Qui veut raconter bien l'histoire des Saxons doit remonter bien loin en arrière, à nos ancêtres. La vérité, voire remonter très loin dans l'histoire, la vérité fut prouvée, je le trouve, en le lisant, qu'il y eut un roi de France qui tient tout le pays, il avait nom Clovis, on le sait de façon certaine. Donc cette entrée en matière consiste de façon tout à fait traditionnelle en un éloge de la chanson et de son jongleur-interprète qui fait sa propre réclame, comme on disait, pour attirer les auditeurs. Elle est seulement plus soigneusement et plus adroitement construite que beaucoup d'autres entrées en matière du même genre. La première laisse vante le type de sujet qu'il a choisi, la matière, les différents sujets et les différents genres littéraires, il choisit la matière de France et la forme qui va avec. La deuxième vante la qualité poétique de la chanson, en annonce le registre et met en appétit par une sorte de teaser, comme on dit en français, qui en résume le début. Et la troisième remonte aux origines familiales, dynastiques, historique du récit. Et c'est dans ce contexte que se situe la célèbre distinction entre les trois matières de Bretagne, romans arthuriens, de Rome, romans antiques, de France, chansons de geste. La séduction frivole de la fiction, c'est bien. Les contes de Bretagne sont si vains et plaisants. La sagesse et l'instruction, c'est mieux. Ceux de France sont voués et de sens apprenants. Mais rien n'est au-dessus de la vérité. Et c'est pourquoi le poète choisit de traiter la matière de France. Ils sont voués chacun jour apparent, et il s'en tient à la matière la plus véridique, et de ces trouées matières tient la plus vouée disant. Tous les prologues
ceux des romans, par exemple du roman de Troyes de Benoît de Sainte-Maure, ceux des chansons de geste, revendiquent la vérité d'une œuvre de qualité puisée à une source fiable. Le roman de Troyes a 150 vers là-dessus. Mais Jean Bodel a l'habileté de décomposer cette revendication en deux. D'abord, la matière de France est en soi et de façon générale plus vraie que les autres, et en même temps qu'elle est la plus glorieuse, puisqu'elle traite de la monarchie française qui a la suprématie sur toutes les autres et est d'élection divine. C'est le sujet de l'Alès 1. Ensuite, l'histoire particulière dont il traite, il la raconte bien et avec exactitude. Donc, d'une façon générale, la matière de France est la plus digne à cause de la dignité de la monarchie française et elle est la plus vraie. Et de façon particulière, l'histoire que va raconter Jean Bodel est vraie parce que, alors que même vantardise que tous les jongleurs, il la puise à une source sûre et il la raconte bien. Sur le premier point, il s'engage en disant « je », mais sans se nommer. Et même le vers 12 et de ces trois matières tient la plus vouée disant, ces trois matières, je m'en tiens à la plus véridique, donc celle où il parle en son nom propre, mais sans se nommer, ce vers est absent d'une des rédactions, de la rédaction LT. Sur le second point, il s'engage en se nommant, mais, comme nous l'avons vu, en parlant de lui à la troisième personne. Car il ne sève mis les riches vers nouviaux, ne la chanson rimée que fist jean bodio. Le jeu anonyme est général au vers 12. Il peut se rapporter au jongleur aussi bien qu'au poète. Il peut s'appliquer au poète qui, parmi tous les sujets qui s'offrent à lui, choisit de traiter un sujet de la matière de France parce que cette matière est vraie. Il peut s'appliquer au jongleur qui, parmi tous les poèmes susceptibles de composer le répertoire d'un jongleur, préfère s'en tenir à ceux qui traitent de la matière de France et se spécialise en fait dans les chansons de geste pour cette raison. En revanche, le nom de Jean Bodel, Jean Bodios, donc avec vocalisation du L devant le S, ne peut s'appliquer qu'au poète, auteur, précise le vers 32, de la chanson rimée. Précision importante. Les laisses des chansons de geste sont traditionnellement assonancées. Recourir à la rime, écrire des laisses rimées, c'est une nouveauté et c'est une virtuosité. C'est s'imposer c'est une nouveauté parce que ça se fait très rarement, hein, et c'est une virtuosité parce que c'est s'imposer une difficulté supplémentaire, celle de trouver 20 fois, 30 fois, 40 fois la même rime pour une laisse d'autant de vers. Ces laisses sont mono-assonancées, ou si elles passent à la rime, mono-rimées. Donc, trouver la même coloration vocalique à la fin de chaque vers, pendant 10 vers, 20 vers, 30 vers, 40 vers, c'est assez facile. Mais trouver la même rime, c'est autrement difficile. Et c'est donc à juste titre, et en donnant au mot un sens précis, que le vers 11 attribue... non, ce n'est pas le vers 11, c'est le vers, je ne sais pas combien, vers 31, pardon, attribue à Jean Bodel de riches vers nouviaux. Les mots sont employés avec une extrême précision. Jean Bodel est un poète assez habile pour avoir su composer une chanson rimée qui expose la vraie histoire, le Drouet conte au vers 33, d'après la vraie source conservée à Saint-Pharon
de mots. Saint-Pharon, qui est célébré par la fameuse cantilène de Saint-Pharon, qui est conservée, je vous parlerai de la cantilène de Saint-Pharon, conservée dans un texte latin qui est comme une retraduction en latin d'une chanson visiblement en langue vulgaire et qui est un des premiers témoignages sur quelque chose qui ressemble aux chansons de geste. Mais on peut presque reconstituer le français derrière le latin, beaucoup plus ancien naturellement que Jean Bodel. Des vers qui sont nouveaux parce que la chanson n'est pas généralement racontée correctement, donc il est nouveau de revenir à son authenticité, qui sont nouveaux parce que ce sont des alexandrins anonymat et que c'est une mode nouvelle, les chansons de geste anciennes sont en décasyllabes, qui sont nouveaux parce qu'ils sont rimés, alors que les chansons de geste sont généralement assonancées, et cette rime les rend riches. Ce mot riche, puissant, qui désigne une sorte de luxuriance, d'abondance de la poésie et de l'invention poétique, ce qu'on trouve chez les troubadours dans le nom trobaric, qui désigne aussi une sophistication de la poétique. Alors, ce poète, Jean Bodel, se confond-il avec le je du vers 12, celui qui en tient pour la matière de France? Eh bien, pas nécessairement. Mais pourquoi pas nécessairement? C'est ce que nous verrons la prochaine fois. Je vous remercie et